Bonjour, je suis Sylvie Verchères, mythologue, autrice, conférencière et praticienne en psychosynthèse. Je suis venue dans cette capsule vous parler de Bloodwood, la déesse chouette du pays de Galles. Alors ce mythe, il est important pour moi parce que c'est le premier mythe que j'ai osé lire un petit peu différemment, dans la mesure où dans la majorité des mythes, les femmes apparaissent toujours comme des méchantes, des traîtresses, des femmes adultères, des femmes curieuses qui désobéissent, donc elles sont toujours les vilaines, et ça ne collait pas du tout avec la perception que les Celtes, par exemple, pouvaient avoir du féminin et de la femme, donc il y avait quelque chose qui allait pas. À partir de ce moment-là, j'ai modifié ma grille de lecture et j'ai lu les mythes autrement. Et c'est ainsi que j'ai lu Bloodwood et c'est ainsi que je vais vous la présenter. D'un autre côté, j'ai aussi souhaité commencer à lire les mythes exactement de la même manière dont on analyse les rêves, c'est-à-dire en plaquant à l'image et en plaquant à la symbolique. Et voilà, pour moi, ce fut vraiment un déclic parce qu'à partir de là, tous les mythes se sont révélés un petit peu différents de ce que l'on nous tentait de nous faire croire. Lorsqu'on nous raconte l'histoire de Bloodwood, en général, on nous raconte à partir du moment où Bloodwood est présente dans le mythe. Or, pour moi, c'est une grosse erreur dans la mesure où, si on veut le lire et le comprendre comme les rêves, nous avons besoin d'avoir le début qui va nous donner le contexte de l'histoire, c'est-à-dire le noyau de l'histoire, d'où va découler tout le schéma archétypique, toute la problématique et tout le drame. Or, dans l'histoire de Bloodwood, dès le début de l'histoire, nous avons affaire à un viol et à une agression du féminin. Le roi Mat ne peut être roi que tant qu'il a les pieds dans le giron d'une vierge qui s'appelle Gawain dans l'histoire. Et cette femme, cette servante, va être violée par un de ses neveux. Donc voilà, dès le début de l'histoire, les dés sont jetés, on commence par l'agression de ce féminin. Pour la remplacer, Matt va faire appel à la déesse Arianrhod et encore une fois le masculin, c'est-à-dire ici dans l'histoire on dit que c'est le roi et le druide, mais nous devons le lire sur le plan psychique, hein, sur le plan symbolique. Le masculin à ce moment-là va exiger d'elle qu'elle saute par-dessus une baguette magique pour vérifier si elle est vierge. On a encore cette image de viol sur le plan symbolique parce qu'on peut voir la baguette magique comme un phallus et l'obligation de sauter par-dessus le phallus. Et puis Arianrhod, à ce moment-là, accouche de deux garçons. Donc on a deux fois cette notion de viol pour débuter le mythe de Bloodwood. Suite à la naissance forcée de ces deux masculins, Arianrhod va les rejeter. Elle ne veut pas les reconnaître, elle les refoule complètement. Donc nous, on pourrait s'offusquer hein, et le lire comme on nous a appris, c'est-à-dire quelle vilaine femme, quelle méchante mère qui ne veut pas reconnaître ses enfants. Mais nous, nous allons le lire sur un autre plan, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'une mère qui ne veut pas reconnaître ses enfants, il s'agit d'un féminin qui ne veut pas valider, qui ne veut pas nourrir, qui ne veut pas reconnaître des masculins qui sont le fruit d'une culture qui donne le droit de viol. Elle n'a pas envie de ça en fait. Et à ce sens-là, elle a quand même plutôt raison. Euh, alors donc elle s'éloigne, elle s'occupe pas d'eux. Il y a Dylan Dylan, c'est le fils de la vague, hein, donc il va retourner dans la mer et s'y dissoudre, c'est-à-dire il retourne dans l'inconscient collectif, il retourne d'où il vient. Et quant au deuxième, qui s'appelle Le, il va être récupéré par un masculin. Donc le mythe nous dit que c'est le druide de Guidillon, donc il a bon dos, le druide, mais en tout cas c'est ce masculin très patriarche qui va recueillir l'enfant masculin et qui va l'élever, c'est-à-dire il va l'élever sans féminin, dans un contexte où le masculin a tous les pouvoirs, a toutes les prérogatives. Hein. Donc Arianrhod, elle ne change toujours pas d'idée et elle va jeter trois sorts à l'eux, dont celui de ne pas pouvoir avoir de femme humaine. En quelque sorte, ça veut dire que cette déesse, elle aimerait bien que ce type de masculin-là, cette énergie masculine-là, très patriarcale et qui se donne le droit de viol, elle ne puisse pas se régénérer, elle ne puisse pas s'incarner, elle ne puisse pas donner des fruits.
Pour ce masculin, il est inconcevable que leur fils, que leur fruit ne puisse pas avoir d'épouse, dans la mesure où l'objectif aussi c'est d'avoir des fruits, des enfants, une lignée pour que ce mode de pensée continue, se pérennise. Donc ils vont fabriquer carrément une femme et ils vont la fabriquer avec des fleurs. Alors cette notion de fabriquer, elle est très parlante parce que ce féminin, il n'émerge pas de la création, il émerge de la volonté des hommes. Et le fait d'utiliser des fleurs n'est absolument pas anodin. Sur le plan symbolique, une fleur, c'est pas la même chose qu'une femme. Une fleur, ça n'a pas de jambes, ça n'a pas de bouche pour parler, ça n'a pas de cerveau humain. Donc c'est en quelque sorte, sois belle, sens bon et surtout tais-toi. Et on va voir qu'ils utilisent trois fleurs avec des symboliques très particulières. Donc la première, c'est la fleur du chêne. Le chêne, c'est un arbre magique et principal, c'est un arbre majeur chez les Celtes et pour les druides, il représente la force, hein, la puissance, c'est le roi des arbres. Donc il y a ici cette notion de royauté majeure. Deuxième fleur, c'est le genêt, dont la symbolique est reliée à la constance, et en particulier à la constance d'amour, c'est-à-dire l'amour unique sur toute la vie, à partir du mariage jusqu'à la mort, avec l'interdiction de déroger à cette loi. Et ici, on est très loin de la conception du monde des Celtes antiques, qui permettaient aux femmes de divorcer comme aux hommes. Les femmes gardaient leurs biens quand elles divorçaient. Ils permettaient aussi ces mariages à l'essai qui duraient un an. Donc ici, il y a quelque chose qui gêne, il y a quelque chose à comprendre. Et la troisième fleur aussi est importante puisqu'il s'agit de la reine des prés. C'est une fleur magicienne, hein, c'est une fleur magique qui était utilisée dans les filtres d'amour, mais elle a aussi la particularité d'être utilisée comme de l'aspirine végétale, c'est-à-dire qu'elle permet de soulager la douleur, elle permet d'anesthésier la douleur. Et ici, c'est très parlant. Anesthésier la douleur, ça veut dire je ne tiens pas compte de ma douleur parce que je ne m'en rends pas compte. On a affaire à la même image que la poussière sous le tapis ou l'ombre rangée dans les boîtes que les femmes n'ont pas le droit d'ouvrir dans plusieurs mythes et qu'elles sont prêtes d'ouvrir parce qu'elles sont curieuses. Donc on voit bien quelles sont les caractéristiques imposées à Bloodwood parce qu'elle est imposée, c'est une injonction par la volonté des hommes du moment où est raconté, où est lu ce mythe sous une autre grille de lecture. Alors cette jolie Blue de Wood, toute de fleurs vêtues, elle se retrouve dans son château, c'est-à-dire dans l'être intérieur, et elle s'ennuie terriblement, elle a rien à faire parce que son époux, qui est donc par conséquent un époux de convenance, bah, il est jamais là, il est tout le temps en train de caracoler à droite et à gauche, et elle est toute seule dans le château. Or la vie étant ce qu'elle est, la nature étant ce qu'elle est, les choses ne peuvent pas rester indéfiniment en place, et il va y avoir l'arrivée du chasseur, donc qui est un être masculin, un chasseur, c'est-à-dire qu'il est déjà dans la nature, il est dans la forêt et il vient à la rencontre de Bloodwood. Ici, on a le retour d'un masculin beaucoup plus positif, qui est plus en accord avec la nature profonde, avec ses aspirations profondes. On peut comparer ce schéma au mythe de Tristan et Iseut, où le chasseur peut correspondre à Tristan et le roi Mat peut correspondre au roi Marc, hein. C'est vraiment le même schéma archétypal. Donc ces deux amants, ici il s'agit vraiment d'une histoire d'amour, ils ne vont avoir que de cesse de pouvoir se rejoindre, de pouvoir s'unir dans un hiérogamos, c'est-à-dire de sortir du joug du roi Leu et de ses acolytes masculins et de retrouver leur souveraineté. Alors, comme bonne idée pour retrouver leur souveraineté, ils vont avoir la bonne idée de se débarrasser du roi Leu et donc de le tuer. Et donc, ils mettent en place tout un stratagème pour pouvoir y parvenir, hein. Mais malheureusement, ça réussit pas. C'est-à-dire que Leu n'est pas tué, il est blessé. Et là, il se passe quelque chose de très curieux, c'est-à-dire que Leu se transforme instantanément en aigle, il va se nicher en haut d'un arbre, et là, il va commencer à pourrir, à tomber par petits bouts, par lambeaux. Sur le plan symbolique, le fait que se transforme en aigle nous indique qu'il est
il est tout de suite reconnecté à sa nature première, c'est-à-dire que l'aigle, c'est quand même un des plus grands symboles du masculin, avec sa royauté, avec son regard perçant, sa capacité de percevoir. Donc il retrouve un petit peu sa nature première, mais il est blessé et il va se mettre tout en haut d'un arbre et là il va pas se liquéfier, c'est pire que se liquéfier, il va partir en lambeaux, il est en pleine putréfaction. Et ce qui est étrange aussi, c'est que au bas de l'arbre, il y a une truie qui récupère ces bouts de chair sanguinolents et qui les mange. L'image symbolique, elle est très forte, c'est-à-dire que le est en plein processus initiatique, il est en train de mourir à lui-même, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il est en train de perdre toutes ses croyances, toutes ses idées, toutes ces choses qu'on lui a mis dans la tête en tant qu'animus. Il est en train de les perdre et c'est très douloureux de mourir à soi-même. C'est très douloureux de perdre ses croyances, les choses sur lesquelles on s'était construite. Donc ça pourrait être une très bonne chose pour parce que le fait qu'il soit récupéré par petits bouts par une truie, donc la truie c'est un grand symbole de la grande déesse des origines, ça peut nous faire penser à Morrigu et à cette énergie qui est capable de manger les guerriers morts sur les champs de guerre, sur les champs de combat, de manière à les digérer et à leur permettre de renaître derrière, de se régénérer. On est vraiment face à l'image de ce processus, donc c'est un processus initiatique majeur du masculin. Or, le souci dans le mythe, c'est que le ne va pas jusqu'au bout du processus, pour la bonne raison qu'il y a encore un masculin qui vient se mettre en bas de l'arbre et qui le récupère dans son giron, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être mangé, il ne peut plus être mangé par la grande déesse, il est récupéré par le giron d'un masculin. Ici, il y a une notion d'entourloupe, c'est-à-dire que le masculin fait croire qu'il est capable de porter l'enfant et de le générer comme s'il était une femme, comme s'il avait ce pouvoir aussi. C'est-à-dire il prend tous les pouvoirs. Et le est récupéré par cette énergie masculine là, c'est-à-dire qu'il est récupéré encore une fois par une conception patriarcale du monde. On retrouve ce problème d'entourloupe avec Zeus qui, comme il ne peut pas générer la vie avec son ventre, et ben voilà, lui il va générer Athéna avec sa tête et il va générer Dionysos avec sa cuisse. Hein, c'est une entourloupe. Donc là, on a ce mécanisme, donc le ne va pas jusqu'au bout du processus initiatique, et du coup, bah, quand il revient à la vie, quand il est guéri, bah, il n'a absolument pas changé et il va combattre les amants de manière très violente, puisqu'il va finir par tuer le chasseur. Alors non seulement il va tuer le chasseur, mais il va punir Bloodwood, c'est-à-dire que ce masculin patriarche va punir la femme adultère, hein, et c'est-à-dire que par magie, encore une fois, ils vont renvoyer le féminin au fin fond des forêts dans la nuit et ils vont la transformer en chouette. Qu'est-ce que ça peut dire et comment ça peut être lu sur le plan symbolique? D'une part, on a cette image de la chouette, hein, c'est-à-dire que le féminin, il régresse, il est ramené à une essence première qui est au féminin ce que l'aigle est au masculin, c'est-à-dire que la chouette, elle permet de voir dans la nuit, elle permet d'observer, elle a une vue très précise, hein. Donc ça, c'est plutôt positif parce qu'elle ne perd pas son essence première, ils peuvent pas aller jusque-là, mais elle est sous forme de chouette. Donc encore une fois, après la fleur, elle est la chouette, elle n'est toujours pas un féminin incarné en possession de toute sa souveraineté. Et en plus, elle a la particularité d'être une chouette qui pleure et qui se lamente. Alors il est certains moments où les chouettes hulottes en particulier ont des chants. Moi je me rappelle enfant où j'étais persuadée que c'était un être humain qui était en train de se lamenter, mais c'était une horreur, quoi. C'était tellement plein de chagrin. Et donc ça correspond au cri de Bloodwood. Donc elle n'est pas épanouie, elle n'est pas heureuse. Le féminin est refoulé dans l'inconscient. Toutes les fonctions du féminin qui lui permettent sa royauté, sa souveraineté, est complètement refoulée dans l'inconscient. Et ce féminin, il est malheureux et il pleure.
Ce mythe, donc, il vient de très loin parce qu'il a des caractéristiques assez archaïques, mais on peut voir qu'il a été retranscrit au Moyen Âge. Et donc la lecture qui en est proposée, qui en est presque imposée, est complètement différente. Ça pouvait pas être du tout la même chose chez les druides antiques, dans la mesure où le féminin était perçu de manière complètement différente et leur déesse était complètement autonome, flamboyante, souveraine, hein. Donc il n'y a pas de notion de punition, de faute, de ce genre de choses. Dans les mythes irlandais qui sont beaucoup plus archaïques parce qu'ils ont été moins retranscrits, moins récupérés que les mythes gallois. On a beaucoup de traces de ces féminins qui sont capables de partir en guerre, qui sont capables d'avoir des biens, qui sont capables de divorcer, etc. Donc voilà, ça permet d'avoir une vision autre et une lecture autre. D'autre part, qu'est-ce qu'il nous dit ce mythe? Il nous dit pas c'est comme ça que les choses sont et c'est comme ça que les choses doivent être. Il nous dit attention, si vous ne respectez pas, si vous violez le féminin, voilà ce qui vous guette, voilà ce qui va se passer. Et c'est en ce sens-là que les mythes sont un outil majeur et précieux sur nos chemins de vie. Alors nous allons essayer de voir, de comprendre et de lire cette carte de Blood dans un tirage avec les gardiennes des mythes. Et le questionnement pourrait être à propos de créer une entreprise. Voilà, je pourrais avoir le projet de créer une entreprise et je regarde à quoi ressemblent les augures par rapport aux énergies qui sont en place. Donc 4 cartes. Et nous avons Sophia, nous avons Shakti, nous avons Méduse et nous avons Blood en réponse directe. Alors ici, dans la position qui est la nôtre, nous avons Sophia. C'est-à-dire que dans les énergies qui sont en nous, nous avons la sagesse de Sophia et sa réflexion, son analyse, capable de bien préparer le projet, de bien faire les études nécessaires, etc. Et puis il y a cette notion aussi d'incarnation, puisque Sophia est une déesse qui chute, c'est-à-dire qui s'incarne dans la matière, hein. En face, nous avons Shakti, ce qui veut dire qu'en face de nous, nous avons quelque chose de très fluide, de très vivant. Les énergies flottent, les énergies euh, passent de l'un à l'autre, on nous écoute, on nous entend, voilà, c'est très fluide entre ce qu'il y a en nous et ce qui vient de l'extérieur. Ça se passe très bien sur le plan horizontal. En haut, à l'origine de la question, nous avons Méduse. Alors, Méduse avec tous ses serpents sur sa tête. Alors, la place des serpents sont plutôt sur la terre et pas sur la tête des femmes. Et je vous rappelle que dans l'histoire de Méduse, si on la regarde, on est pétrifié, on est médusé, c'est-à-dire qu'on est complètement traumatisé. Donc là, il y a une notion aussi de, de mouvement dans l'obscur, de colère rentrée, de sentiment d'injustice, de volonté de se venger, voilà, de ressurgir. Il y a cette volonté de vivre, mais elle est accompagnée non pas d'une pulsion de vie, elle est accompagnée de beaucoup de colère, de beaucoup de rancœur et de beaucoup de souffrance, en quelque sorte. La réponse en bas, donc, c'est Bloodowed. Donc, maintenant, vous connaissez Bloodowed, c'est cette petite chouette qui hurle toute seule dans la nuit. Donc, ça veut dire que sur le plan vertical, ça se passe pas aussi bien parce que l'origine de la question et peut-être l'origine de votre projet, c'est une volonté avec de la colère de, bah, puisque c'est ça, bah, je vais monter mon entreprise, etc., etc. Ça peut être ce genre de choses, mais cette dynamique-là peut vous amener à une situation de vous retrouver un petit peu perdu toute seule dans l'obscurité. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas concrétisation, il n'y a pas incarnation de votre projet, pas tout de suite en tout cas. Il faudra voir un peu plus tard comment évoluent les choses et comment évolue le tirage. Mais en tout cas, pour le moment, vous allez vous retrouver esselé, en train de vous lamenter dans la nuit. Donc ça ne va pas beaucoup avancer. On va regarder la carte qui est au centre. Donc c'est Boudica et ça confirme le vertical, c'est-à-dire que Boudica, c'est cette reine guerrière qui va mettre la pâtée aux Romains, hein, mais de façon fort légitime, puisqu'ils ont violé ses filles et puis ils l'ont fouettée. Mais il y a cette notion de guerre, c'est-à-dire comme si cette colère intérieure, cette volonté toute puissante de créer une entreprise, passe par aussi une énergie guerrière qui va un petit peu agresser tout l'ensemble et se mettre entre votre sagesse quelque part qui est là et puis cette fluidité qui est proposée de l'extérieur. Donc si vous passez par la guerre
et le combat, vous allez advenir à la petite chouette toute seule dans la forêt. Donc peut-être qu'il y a des choses à réajuster et peut-être qu'il va falloir agir autrement. En tout cas, ici, de passer par l'arme de guerre, hein, ça semble pas être la bonne solution. Voilà, c'est terminé pour Bloodwood. En tout cas, dans cette capsule, Bloodwood que j'aime vraiment beaucoup, je n'ai de cesse de lui dire et de lui raconter que elle n'est pas toute seule à se lamenter dans la forêt. Nous sommes assez nombreuses, hein, à l'entendre, à répondre à son cri, et que nous tentons de la rejoindre pour non pas pleurer, mais pour danser dans les bois et porter les chouettes sur nos épaules. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres déesses.